Je me suis dit, enfin, on y est. Et j'ai ressenti un peu la même sensation la première fois que je suis allée en Israël. Parce que ma première fois en Israël, c'était il y a seulement 3 ans. C'était lors d'un voyage Taglit. Et ce sentiment que j'ai eu la première fois que j'ai posé le pied sur le sol israélien, ce sentiment d'être à la maison dans un pays que je n'avais jamais vu auparavant. Et je me suis dit, c'était ta maison dans ton cœur, maintenant c'est ta maison pour de bon. Sarah Sialom, bonjour. Bonjour. Ravie de te recevoir aujourd'hui pour parler ou raconter ton alia parce que tu as défrayé la chronique. Pourquoi tu as décidé un beau jour de faire tes valises? Il y a plusieurs raisons. La première et la plus importante, c'était véritablement un cheminement identitaire. C'est-à-dire que la première fois que je suis arrivée en Israël, pour la première fois de ma vie, je me suis sentie chez moi. Puis il y a eu aussi des raisons religieuses, parce que c'est beaucoup plus simple de pratiquer sa religion ici et de sentir que le monde autour de vous vit au même rythme, le même rythme des fêtes. Puis il y a eu le 7 octobre, avec tout ce qui s'est passé en France, avec un antisémitisme de plus en plus décomplexé. Et ensuite, il y a eu ce sentiment d'urgence de devoir partir. Mais ma raison principale, c'est véritablement par volonté de m'établir en Israël, parce que juive et pour revenir sur la terre de mes ancêtres. Alors quand tu parles d'une résurgence de l'antisémitisme, c'est quelque chose, tu es assez jeune, je crois que tu dois avoir autour de 28 ans. Est-ce que tu as connu ça au cours de tes études peut-être, au cours de ta vie? J'ai grandi avec des parents qui me disaient de cacher ma Magen David, d'éviter de dire qu'on est juif. Puis je suis arrivée en fac de droit. J'étais à l'université Panthéon-Assas avec de super professeurs, mais il y en avait quelques-uns qui étaient un peu plus problématiques que d'autres, et notamment un. C'était mon professeur de droit fiscal à l'époque. Il a eu cette phrase lors d'un amphithéâtre en disant que le langage fiscal, c'était comme l'hébreu. C'est pour que les gens d'une même secte puissent se comprendre. Et j'ai été assez sidérée, outre les propos manifestement antisémites de ce professeur, par l'absence de réaction des gens autour de moi. Et lors de mon examen de fin de semestre, c'était un oral avec lui, et il avait pour habitude de demander aux élèves qu'est-ce qu'ils voulaient faire dans la vie. Moi, j'avais bien fait attention d'enlever tous mes signes distinctifs de judéité avant mon oral. Je pense que l'oral se passe plutôt bien. Et je dis, moi, je voudrais faire avocate. Il regarde la feuille, il me regarde et il me dit, alors Madame Sialom, avec un nom comme le vôtre, vous n'aurez jamais de problème. Et ça a été plein de petites choses comme ça, finalement, au quotidien, des remarques auxquelles, et c'est très triste à dire, mais on ne prête même plus attention, tellement ça fait partie du quotidien et de la normalité. Et donc, finalement, le 7 octobre, ça n'a pas été une découverte qu'il y avait un problème d'antisémitisme en France. C'est simplement qu'il est devenu beaucoup plus bruyant et qu'il était beaucoup plus difficile à ignorer comme on pouvait le faire avant. J'étais au téléphone avec ma mère et j'ai été invectivée très violemment. Des insultes, sale juive, sale sioniste, on va en finir avec vous. Et puis après, il y a le moment où j'ai commencé à un peu plus parler sur les réseaux sociaux et là, ça a pris des proportions assez hallucinantes et des menaces de mort, des menaces de viol. Je parlais du procès du Bataclan parce que j'ai eu la chance d'intervenir dans ce procès en tant qu'avocate stagiaire avec un cabinet en disant moi j'aurais espéré que tu sois dans la fosse du Bataclan, j'espère que tu vas mourir dans un accident de voiture, des choses comme ça. On va te faire comme on a fait aux Israéliennes le 7 octobre. Et ça, quasiment tous les jours. Je dois être à peu près à une dizaine de plaintes aujourd'hui malheureusement. Tu portes plainte à chaque fois? Systématiquement. Au début je voulais pas parce que ça a toujours été un peu un point de désaccord avec mon père qui disait bon de toute façon l'antisémitisme existe, c'est comme ça, il ne faut pas y porter attention. C'est plus du tout un discours qui tient aujourd'hui, mais c'est moi le discours avec lequel j'ai pu grandir, donc je portais pas plainte. Et puis après le 7 octobre, ça a pris des proportions telles, je me suis dit mais il faut que les gens comprennent. Et comment est-ce que les gens peuvent comprendre la mesure du phénomène si nous, on ne porte pas à la connaissance de la police et de la justice la réalité de ce que nous vivons. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, systématiquement, je dépose plainte. Les Juifs en France, pour certains, sont en danger. Et que c'est aussi le devoir de l'État français de les protéger. Et donc il faut aussi leur donner les outils pour comprendre aujourd'hui qu'est-ce que l'antisémitisme en France, comment il s'exprime, à travers quels canaux et quelles sont aujourd'hui ses différentes formes. Parce que ça permet aussi de faire une sorte de travail de sensibilisation. Donc il faut aller déposer plainte, c'est extrêmement important. C'est ça qui a fait, qui t'a donné, on va dire, le top départ? Il faut savoir, étant avocate, que l'adresse de mon cabinet, elle est publique. Au fil du temps, je commençais à avoir peur d'aller à mon cabinet. J'avais peur que des personnes m'attendent parce qu'au regard des menaces qui ont pu être proférées à mon encontre, je me suis dit, il y a forcément peut-être un jour un dégénéré qui va vouloir passer le pas.
Et puis ce qui s'est passé un jour, j'ai appris par une personne qu'il y avait eu une fuite de données et que mon adresse personnelle était accessible. J'ai eu une telle peur, panique ce jour-là. C'est pas une manière de vivre, c'est pas une façon de vivre. Déjà, c'est pas normal qu'on soit contraint de cacher notre Magen David. Ça n'a pas été normal le jour où j'ai dû mettre ma mezouza à l'intérieur. Le symbole, il est quand même fort. Une mezouza, c'est le symbole de la protection du foyer. Et pour ma propre protection, je me suis sentie l'obligation de le mettre chez moi. C'est quand même très violent. Et puis, j'ai eu vraiment le sentiment que ce que je pouvais faire en France, je l'avais fait, que j'arrivais à la fin d'un cycle. Et donc, tout ça mis bout à bout, j'ai appelé l'agence juive et je leur ai dit c'est bon, on peut partir. Alors, ce que tu faisais en France, forcément, c'était aussi lié, en tout cas au niveau de ton travail, lié avec Israël. Depuis que j'ai la chance d'étudier le droit international, c'est un édifice auquel j'accorde une très grande valeur. Et donc quand j'entendais des gens raconter à peu près tout et n'importe quoi contre Israël en travestissant le droit international, ça m'a mis hors de moi. Je ne trouvais pas ça juste, je ne trouvais pas ça normal. Et donc ça a commencé vraiment par, sur mon Instagram privé, je publiais plein de stories en expliquant, mais vraiment dans des cours de droit international. Et puis il y a une personne, notamment d'ailleurs un soldat qui s'appelle Ben, il m'a dit mais en fait tes stories elles sont bien, pourquoi est-ce que tu parles pas au plus grand nombre ? C'était en février ou en mars de l'année dernière, j'ai commencé à publier quelques analyses juridiques en lien avec Israël. Sur Twitter. Sur Twitter, X. Exactement. Avocate internationale en Israël, est-ce que tu as des pistes ? Pour les personnes comme moi, par exemple, qui n'ont aucune vocation à exercer en droit israélien, parce que par définition, je ne fais pas du droit national, mais international, j'ai pas nécessairement aujourd'hui la nécessité de passer ces équivalences. Et il y a un statut, on a un peu la même chose en France, c'est le statut d'avocat étranger en Israël. On a un examen de déontologie à passer, qu'on peut passer en anglais. C'est pas très compliqué. D'ailleurs, la déontologie des avocats en Israël est un peu plus souple que la déontologie des avocats en France. Et à compter de ça, on peut pratiquer en Israël tant qu'on ne fournit pas des conseils juridiques en lien avec le droit israélien. La manière dont je le conçois moi aujourd'hui, c'est de poursuivre l'entreprise que j'avais commencé à appréhender en France. Et donc, c'est véritablement utiliser mon savoir en droit international et plus particulièrement en droit des conflits armés pour expliquer notamment pourquoi les opérations israéliennes peuvent s'inscrire dans ce cadre. Face à la campagne de désinformation qu'on peut entendre à l'encontre d'Israël, apporter des éléments d'explication, comprendre que les choses elles sont plus délicates. J'adore le monde associatif, avec des ONG, avec des think tanks. Ce qui me plaît dans le droit international, c'est qu'il n'y a pas de réponse toute faite. Des fois, on aimerait bien, c'est noir, c'est blanc, c'est oui, c'est non. En droit international, tout est dans la nuance parce que tout n'est pas gravé dans le marbre. Et donc, finalement, être dans des environnements où on peut parler de la norme, on peut penser la norme, moi, c'est ça qui m'intéresse. Comment tu te sens depuis que tu es arrivée ? J'ai l'impression d'avoir perdu 10 kilos, que j'ai peut-être repris à cause de Pessar, mais l'impression, véritablement, à l'aéroport, de m'être délestée d'un poids. On peut souffler, enfin. En plus, moi j'avais peur jusqu'au dernier moment, on annule mon vol ou qu'un missile balistique soit lancé pendant le vol et qu'on soit obligé de repartir. Un tel soulagement. Je me suis dit, enfin, on y est. Et j'ai ressenti un peu la même sensation la première fois que je suis allée en Israël. Parce que ma première fois en Israël, c'était il y a seulement 3 ans. C'était lors d'un voyage Taglit. Et ce sentiment que j'ai eu la première fois que j'ai posé le pied sur le sol israélien, ce sentiment d'être à la maison dans un pays que je n'avais jamais vu auparavant. Et je me suis dit, maintenant c'était ta maison dans ton cœur, maintenant c'est ta maison pour de bon. Pour la première fois de ma vie, je suis entourée de gens à qui j'arrive à m'identifier. Des gens avec qui je partage une histoire, avec qui je partage des valeurs. Il y a quelque chose qui nous unit, rien que le fait de voir des panneaux où c'est écrit en hébreu. Ça peut sembler bête pour les Israéliens, c'est quelque chose avec laquelle ils sont nés, mais pour moi c'était hallucinant. Et puis, quand ils vous tendent votre Théodat Zéhout, votre carte d'identité, en disant « mais c'est bon, je suis israélienne, je suis israélienne maintenant ». Et je suis tellement reconnaissante parce que je vais vous dire, en parlant avec ma famille, ils ont eu cette phrase qui m'a beaucoup émue, en disant « mais quand tu pars en Israël, tu ne partiras pas seule, tu prends toute ta famille, tu prends tes grands-parents, tu prends tes arrière-grands-parents avec toi ». Et parce que moi, on m'a toujours raconté qu'en Tunisie, mes grands-parents, ils mettaient de l'argent dans les petites boîtes bleues du cacal. Et de me dire,
d'une manière ou d'une autre, ce pourquoi ils ont donné le peu d'argent qu'ils avaient à la goulette, ça a permis aujourd'hui à leur arrière-petite-fille de s'établir en Israël. Et donc, moi, je m'inscris aussi là-dedans parce que l'une des valeurs que j'aime dans le judaïsme, c'est cette idée de transmission. On est le petit maillon d'une grande chaîne, et je prends ma chaîne avec moi ici. Parce que je suis partie sans mes parents, sans mon frère, sans ma sœur, ça peut être compliqué. Les au revoir ont été très difficiles, notamment ma petite sœur, dont je suis extrêmement proche. Mais se dire, mais je pars pas seule, parce que j'ai eux avec moi d'une certaine manière. Qu'est-ce que tu aimes faire ici? Parce que ça fait pas très longtemps que tu es là, mais qu'est-ce que tu apprécies, on va dire? Alors forcément, je vivais à Paris, le soleil. Ça, il faut dire ce qu'il en est. Dès que j'ai pu aller m'installer près de la plage pour m'étendre au soleil, je l'ai fait. Mais indépendamment de ça, c'est redécouvrir ces villes sans le sentiment d'urgence que dans 5 jours, je pars. De pouvoir prendre le temps. Avant de venir chez vous, j'avais un peu de temps pour être dans Jérusalem et je prenais le temps de regarder. D'ailleurs, j'avais ma mère au téléphone. Regarde les rues. C'est juste, je vois des beaux pavés blancs avec des arbres. J'ai l'impression que c'est la panacée. Mais là, il n'y a pas de billet retour. Mais mon fiancé adore voyager dans le pays. Il me dit toujours que son grand-père, ce qu'il lui a apporté, c'est l'amour du pays. On part le jeudi soir, on va dans un kibboutz. C'est comme ça, on voyage le vendredi avant Shabbat. Et de pouvoir voir le pays, de se dire maintenant, c'est aussi mon pays. Où tu as choisi de t'installer et comment tu vas apprendre l'hébreu? Je suis installée dans le moshav de ma belle famille, dans un moshav yéménite. Donc comment vous dire que personne ne parle français, ça va de soi, et même pas la moitié parle anglais. Donc on va dire, en termes d'apprentissage, c'est un peu la méthode dure parce que je n'ai pas d'autre choix pour me faire comprendre que de parler hébreu. Et donc forcément, ça aide énormément. J'ai la chance d'avoir un fiancé qui est israélien, enfin un sabra, qui m'aide beaucoup. J'ai la chance, même si je suis venue sans ma famille de sang, de ne pas être arrivée toute seule. Je suis partie seule, mais j'avais une famille qui m'attendait et qui m'aide énormément. J'avais jamais vraiment appris à bien lire l'hébreu. Je n'ai pas fait ma bat mitzvah, j'ai pas fait tout ça, j'ai pas été en école juive. Donc déjà, j'ai appris à lire l'hébreu toute seule avant mon projet d'Aliyah. Et je me souviens juste le fait de me dire, j'arrive à lire l'hébreu, j'étais tellement heureuse, mais de me dire que un jour, si Dieu veut, je parlerai l'hébreu, je parlerai cette langue qui m'avait toujours fascinée petite, parce que quand j'étais à la synagogue et que je faisais semblant de savoir lire alors que je comprenais rien, là, c'est une langue que je vais parler. C'est des choses qui m'émeuvent beaucoup. Qu'est-ce que tu as envie de dire à tes ennemis, à ceux qui t'ont insulté sur les réseaux? Rahima Hassan, pour ne pas la citer. Peut-être qu'elle devrait déjà réouvrir ses cours de droit international, mais si on met ça de côté, ils ne se rendent pas compte, mais ils sont peut-être plus efficaces que l'agence juive pour nous faire partir. C'est presque paradoxal de se dire anti-sionistes, mais ce qu'ils font, c'est nous rappeler à notre identité. Parce que cet adage Gamzou Letova, c'est quelque chose qui m'accompagne au quotidien, de toujours trouver du sens, même dans le plus dur. Et forcément, je me suis beaucoup interrogée sur ça, face à ce que je vivais, face à l'explosion des démonstrations de l'antisémitisme. Mais en fait, ce sont des rappels de ce que nous sommes. Parce que forcément, lorsque vous vivez en galoute, au quotidien, on peut oublier son identité. C'est quand même sympa de sortir le vendredi soir. Mais lorsqu'en fait, vous avez en face des gens qui vous rappellent constamment à votre identité juive pour la rabaisser, mais c'est un rappel de ce que nous sommes. Et donc finalement, ces gens-là, qui se disent antisionistes, ce sont déjà les premiers à faire partir des juifs, mais ce sont les personnes finalement qui peut-être ont fait que notre identité ne s'est jamais perdue en 2000 ans d'exil. Ce qu'il faut comprendre, c'est pas parce qu'on vient en Israël que ça implique un renoncement de ce que nous étions. Je suis née en France, je suis allée à l'école de la République, je suis allée à l'université publique. Pour moi, c'est une richesse qu'on apporte au pays, parce qu'on apporte aussi une autre culture, une autre manière de voir les choses, et que comme le pays s'est construit avec des juifs qui venaient d'un peu partout, on a réussi, quand on y pense, à mettre dans le même pays des juifs du Yémen, d'Irak, de Pologne et du Maroc. C'est un miracle. Ce pays est un miracle. C'est-à-dire ce que disait Ben Gurion, le juif qui ne croit pas au miracle n'est pas un juif réaliste. Moi, je prends tout ça, je l'amène en Israël et j'espère que ça pourrait être utile au pays. Il faut être prêt. C'est-à-dire que moi, j'ai eu le temps de mûrir ce projet et que c'est vraiment le jour où dans ma tête, je me sentais prête, parce que j'ai toujours eu l'envie, mais où je me sentais vraiment prête, où je me suis dit ce que j'avais à faire en France, je l'ai fait, je suis prête à partir. Il faut vraiment être dans cet état d'esprit et avoir l'envie, pour moi, de participer à ce pays, à participer au fait que ce pays grandisse, que ce pays développe. C'est pas l'idée de venir juste, je reste dans mon coin, je vais rester entre Français. Il faut aller aussi
à la rencontre de cette société qu'on comprend pas trop, qui nous semble un peu étrange, dont la langue, d'ailleurs la langue n'est pas insurmontable. J'ai eu l'occasion d'échanger avec beaucoup d'olim moins Hadachim que moi, et ils m'ont dit mais en fait ça va. C'est pas si difficile que ça, il faut juste s'y mettre, c'est un peu difficile au début parce qu'on peut avoir l'impression d'être submergé parce qu'on a beaucoup de choses à gérer. Mais si on accueille ça avec beaucoup de simcha, en ayant cette conscience que c'est une chance que nous avons d'être là. J'ai beaucoup lu Golda Meir et notamment sa biographie. Qui sommes-nous pour nous plaindre quand on voyait les premiers pionniers qui sont arrivés dans les années 20 où il n'y avait rien, des avocats qui sont devenus chauffeurs de taxi, où on a dû essayer de défricher les marécages. On arrive, on a déjà l'agence juive qui nous aide énormément, on a le ministère de l'Allié et de l'Intégration, on a la salle Clita, on a une aide financière au début et moi je suis émerveillée. Dès que j'ai un problème, que j'appelle le ministère de la Clita qui me dit « Ah mais on a un conseiller pour vous si vous voulez ». Les conditions sont quand même beaucoup plus simples qu'avant et si des gens ont réussi à accomplir ce pari fou il y a près de 80 ans, il n'y a aucune raison que ça ne marche pas pour nous. Parle du moment où tu t'es sentie prête. Ça veut dire quoi? Le déclic, c'est quand j'étais dans les rues de Paris. Parce que moi j'adore les belles choses. C'est pour ça que j'adore Jérusalem, j'adore la vieille pierre. Les pierres qui racontent une histoire. Et je regardais Paris, j'étais dans les musées, j'avais un petit pincement au cœur de me dire bon bah ça va être terminé. Et le jour où j'étais encore dans Paris et j'étais un peu plus en paix, ça va pas me manquer pareil, j'ai plus de pincement au cœur, maintenant j'ai juste hâte de partir. Ça a vraiment été dans l'ordre du ressenti dans mes tripes. Qu'est-ce que je peux te souhaiter, Sarah? Beaucoup de courage pour l'hébreu, beaucoup de savlanout, beaucoup de patience. Ce qui va m'arriver, c'est pour une bonne raison. Que les portes qui se fermeront, ça me permettra d'aller sur d'autres chemins. C'est drôle parce que je suis d'une nature très anxieuse. Tout était réglé comme du papier à musique. Je suis arrivée en Israël sans savoir parler parfaitement hébreu, sans savoir ce que j'allais faire au niveau du travail. Bref, tout ce que je n'ai jamais fait de ma vie, mais sans ce sentiment d'inquiétude. Mais moi, ça m'a semblé bizarre. J'ai dit à ma psychologue, il y a quelque chose qui ne va pas. Je me sens pas inquiète. Pourtant, j'arrive dans un pays en guerre où maintenant les choses se mettent en place, mais sans trop savoir ce que j'allais faire. Mais je suis sur une terre de miracles, une terre où tout a été possible, et donc je me sens très confiante et surtout très excitée pour l'avenir.